Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être si nombreux pour cette dernière séance de cette saison avant qu'on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle séance du Temps des Archives. 4 séances qui ont tourné, comme vous l'avez pu le voir, autour des révoltes, des révolutions, des manifestations, que ce soit des manifestations sportives dans les rues, mais aussi des manifestations politiques comme en 1948 ou là, en l'occurrence, autour de mai 68. Alors c'est une séance un peu particulière que nous avons appelé Un œil sur les archives, avec Lina, qui a fait un travail remarquable qu'il faut saluer de préparation de cette séance, parce que c'est une séance un peu plus difficile que les autres. Nous ne sommes pas simplement allés piocher, ou les personnes de l'INA qui travaillent avec nous, l'INA Marseille qui travaille avec nous, Méditerranée, ne sont pas simplement allés piocher dans les archives de l'INA, ce qu'ils font quotidiennement pour tout un tas de médias en particulier, mais là, ils ont une commande un peu particulière. J'avais envie de tester une séance un peu spéciale autour de l'idée de la permanence ou de la persistance rétinienne. Qu'est-ce que la persistance rétinienne? C'est comment une image a pu s'inscrire de façon un peu pérenne dans nos mémoires. Et donc nous allons travailler sur cette persistance rétinienne des images de mai 68, c'est-à-dire la façon dont chaque décennie, par exemple au moment des commémorations d'un 10e anniversaire supplémentaire de mai 68, eh bien, on ressort à peu près les mêmes archives, et comment ces archives ont fini par faire partie de notre patrimoine visuel commun. C'est ce que nous allons voir avec deux acteurs et commentateurs de cette actualité de mai 68 aujourd'hui. Jacques Kébadian. Alors Jacques Kébadian est cinéaste, il a travaillé avant même mai 68, puisque c'était dès 66-67, vous avez commencé à tourner à ce moment-là? Oui, mais même avant, puisque j'étais à l'IDEC en 62-63, et on a, avec nos camarades déjà très politisés de l'époque, on avait été, avec les caméras de l'IDEC, filmer la grève des mineurs. De 63, de 63, dans le Nord, voilà. En l'occurrence. On avait déjà été dans l'irrégularité par rapport à l'école, quoi. On avait franchi un pas supplémentaire dans la révolte étudiante. Et puis, il est aussi l'auteur, avec Jean-Louis Comoni, d'un petit livre qui donne lieu aussi à une rêverie cinématographique, pourrait-on dire, qui s'appelle Les fantômes des mai 68 aux éditions Yellowno, et qu'on trouvera en vente à la sortie en primeur, puisqu'il n'est pas encore sorti. Vous aurez la possibilité de le voir avant tout le monde. On en discutera pendant toute cette séance. Et puis nous avons également avec nous Sophie Gébeil, qui est la première historienne à avoir fait une thèse à partir des archives du web. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée pas simplement aux sources habituelles de l'historien et de l'historienne qui s'intéresse à l'audiovisuel, les sources radiophoniques ou les sources télévisuelles, mais là, en l'occurrence, des sources très particulières qui sont ces archives du web, qui sont désormais collectées, comme les autres archives, d'ailleurs audiovisuelles, par l'Institut national de l'audiovisuel, et qui permettent aux historiens de travailler sur d'autres sources que celles qui sont les sources habituelles des historiennes et des historiens de l'audiovisuel. Alors nous allons commencer cette séance sur l'œil des archives, sur la persistance rétinienne, sur une persistance de l'image, puisque vous avez, avec Michel Andrieux, réalisé un film qui s'appelle L'île de Mai, qui reprend certaines ou totalité des images. Qui reprend les films qu'on avait tournés à l'époque dans ce collectif qui s'appelle ARC. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde, mais je ne vous vois pas, on est ébloui, donc je m'adresse à une salle noire. Mais je vous remercie d'être là et d'être présent pour évoquer mai 68. Alors, ce film qu'on a fait avec Michel Andrieux, c'est un film qui raconte mai 68 par ceux qui l'ont filmé, quoi, qui étaient là, donc notamment le collectif ARC, on en parlera tout à l'heure, mais qui a fait plusieurs films, dont Le droit à la parole, le joli mois de mai, Comité d'action 13e, Nantes Sud Aviation, et aussi, avant mai 68, on était allé à Berlin faire un petit film sur l'université critique à Berlin et sur la grande manifestation internationale contre la guerre du Vietnam.
En 1967, donc dans laquelle Non, on trouvait février 68. 68, pardon, effectivement, Voilà. dans laquelle on trouvait Rudi Dutschke, qui a été souvent considéré par le gouvernement français de l'époque comme une sorte de marionnettiste géant de mai 68, même si ça n'était pas le cas. Et puis on y trouvait aussi déjà Daniel Cohn-Bendit et quelques-uns de ses amis du Oui, 22 mars. il y avait la JCR qui était présente et les gens du 22 mars. Déjà, non, parce qu'ils sont C'était avant le 22 C'était avant, mars. Mais c'était ceux qui allaient faire ceux le 22 de mars. Nanterre, il y avait en tout cas Daniel Cohn-Bendit et d'autres étudiants de Nanterre. Alors, on regarde ce premier extrait du film L'île de mai, dans lequel vous avez mixé des sources, pourrait-on dire, de ces films que vous avez vous-même tournés collectivement. Mais vous avez, et on en discutera après, gommé une partie de ce qui était dit dans le discours qui accompagnait ces images. Comme ce qui s'est passé à Nanterre. L'enragé, c'est une maladie mentale contagieuse qui risque de prendre la grande majorité des étudiants et des travailleurs français. Le dialogue commence par les gestes et l'action. Les étudiants occupent la Sorbonne comme une usine, les ouvriers occupent leur usine après la Sorbonne. Camarades, de même que de nombreux étudiants sont venus ici, il doit y avoir de plus en plus grande et de plus en plus forte, permettant la transformation de la société par les travailleurs et pour eux. Car c'est là l'essentiel, il faut que les étudiants et les travailleurs luttent ensemble et surtout que les étudiants soutiennent la lutte des travailleurs. Comment moi et mes 4000 mecs qui bossent ensemble, on va modifier tout ça avec les étudiants. Bon alors maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, mais je pense qu'on a un peu situé le problème. Alors, il y a certainement parmi vous des gens qui sont comme moi, qui sont syndiqués, qui ont eu affaire de la part de leurs dirigeants syndicaux à des avances, soit de grève, soit de solidarité avec les étudiants, mais il est nécessaire maintenant de mettre ça, de concrétiser tout ça. Comment nous, ouvriers syndiqués, allons réagir avec les étudiants, puisqu'on a proclamé le 13 mai solidaire des travailleurs et les travailleurs solidaires des étudiants. Bon alors, Je n'entends ici parler que de réforme, et ce terme est à mon avis à dénoncer. Réforme, ça veut rien dire. Il s'agit de prononcer le mot révolution. Alors voilà un extrait de ce film L'île de mai, qui est une relecture, pourrait-on dire, de ces ensembles de films collectifs. Trois petits extraits, hein, ils sont pas montés Oui. à la suite dans le film. Et le film, il dure 1h20. Et ça arrive, disons, au bout de la 20e minute. Et donc, quand vous nous dites, en l'occurrence, Jacques Kébadian, qu'il s'agit là de films que vous avez revus, retravaillés aussi, d'une certaine façon, et vous m'avez dit en préparant cette séance, que vous avez tenté de gommer une partie de l'idéologie de l'époque. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut trafiquer, on peut Non, détourner. Vous verrez quand le film, il va sortir, il a été pris au FID de Marseille, il va sortir aussi en avant-première à l'Institut de l'Image le 4 juin, en même temps que le film de Jean-Louis Comolli qui est tiré de son texte. Donc vous verrez que c'était quand même un film, même à l'époque, même si on a mis un commentaire par-dessus très idéologique, on a beaucoup donné la parole quand même aux gens. C'est-à-dire que ça nous intéressait beaucoup plus de filmer on ne pouvait pas rentrer dans les usines, c'était déjà assez bloqué.
par les syndicats, mais on a donné le plus possible la parole aux gens. Et là-dessus, on ne mettait pas de commentaires par-dessus. Bon, par contre, quand il y avait un peu comme on a vu là, le commentaire est factuel, si vous voulez, ce qu'on a gardé. Les étudiants occupent la Sorbonne et comme voilà, les ouvriers s'y mettent aussi. Mais il y avait citation de Lénine, voilà, etc. Après, bon, c'était l'idée que la révolution vient de l'extérieur. Et qu'est-ce que vous en pensez justement, Sophie Gébeil, sur cet usage ou réusage, nouvel usage, pourrait-on dire, des archives dans un contexte comme ça, où les mêmes acteurs, 50 ans plus tard, reprennent leurs propres films et les relisent, avec évidemment le temps qui est passé par là, et peut-être aussi une impression que certains messages de l'époque ne passent plus, en l'occurrence Sophie Gébeil. Bien sûr, oui. Bonsoir à tous d'abord. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc effectivement, c'est sûr qu'à l'ère numérique, cette réappropriation, et pour toutes les jeunes générations, c'est une mécanique qui est devenue usuelle, habituelle. On reprend les archives, on leur donne un nouveau sens. Mais ce qui me semble très intéressant, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les archives de la télévision, c'est qu'il y a un discours très politique. C'était un mouvement très politisé, et qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre et à entendre de la sorte. Et je pense que dans la nécessité de remettre en récit cette période, il y a aussi cette question-là qui se pose. Et j'imagine que c'est pas évident. On va le voir dans les extraits, tous les courants du marxisme, toute cette profusion, le maoïsme. Je pense qu'aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes, accéder à cette grille de lecture-là, c'est pas évident. Oui, dans un documentaire radio que j'ai réalisé récemment sur mai 68, j'ai dit que c'était une terre étrangère. C'est-à-dire que c'est une particularité que d'être aussi proche d'un événement, d'un milieu, d'un moment, dans un même pays, et de se trouver effectivement face à des signes qui ne parlent plus, qui nous parlent encore, parce que je suis assez âgé pour me souvenir de cette période-là, mais qui ne parlent plus aux plus jeunes générations. Jacques Québadian, c'est peut-être aussi ça qu'il faut dire. Oui, moi je pense qu'à l'époque, et maintenant je ne sais pas si cette référence existe, mais pour nous, la Révolution d'octobre existait encore. Bien sûr. Ce qui venait, voilà, donc il y avait l'impérialisme, l'impérialisme suprême du capitalisme. On savait, on avait lu les livres. Vous aviez François Maspero et la bibliothèque, la librairie de La Joie de lire qui fournissait en grand livre révolutionnaire. De libération coloniale, enfin de guerre de libération. Donc on était très sensible à ça et puis on avait déjà des critiques du stalinisme et du Parti communiste qui, d'ailleurs, on l'a vu en mai 68, comment ils ont bloqué des cas de fer pour empêcher le mouvement. Voilà. Alors, on voit les images que vous avez tournées au milieu des manifestations, et il y a d'autres images qui sont tournées exactement en même temps, mais c'est l'ORTF Provence Actualité qui tourne des images sur la grève dans les sites industriels. On va voir que le ton, les images ne sont pas exactement les mêmes. Au chapitre prédominant de l'actualité sociale, accrochons en tête ces images de la faculté de médecine de Marseille où se sont déroulées ce matin en toute quiétude les premières épreuves des examens subis par les étudiants de 5e année. Comme ceux de la Ciotat, à la Seine, les ouvriers occupent les chantiers navals et la ville tout entière arbore son visage de grève. Dans les lycées et écoles, les élèves sont présents mais aucun cours n'est dispensé. Un certain nombre d'entre eux ont formé une manifestation de solidarité précédant un important défilé de travailleurs de toutes catégories devant l'entrée des chantiers. À Toulon, l'Arsenal a fermé ses portes et les ouvriers, rejoints à leur sortie par les membres des syndicats d'autres corporations, ont défilé dans le calme à travers les rues de la cité où les transports en commun sont nuls et les bureaux de poste fermés. On apprenait ce soir qu'une délégation des syndicats de l'Arsenal a été reçue à la préfecture maritime de Toulon. Dans les entreprises de pétrochimie autour de l'étang de Berre, l'arrêt a été effectif à partir de 4 heures du matin ou midi au plus tard, avec maintien en activité des services de sécurité. Le personnel du port de l'Aveyras s'est prononcé pour une grève de 48 heures. Des navires pétroliers et butaniers sont bloqués. À Sud Aviation, à l'issue d'un meeting tenu ce matin, le personnel a voté une grève illimitée. En attendant d'arrêter leur position sur une éventuelle occupation des locaux, les ouvriers de Sud Aviation font la grève sur le tas. La situation à Marseille laisse d'abord apparaître un arrêt total des transports et une paralysie générale des activités portuaires. L'ensemble des ouvriers du port a répondu au mot d'ordre des syndicats et un meeting s'est tenu à la Joliette.
Les bateaux ont été occupés, seul le Renaissance a quitté Marseille hier. Alors, on peut voir ces images qui sont un peu tournées à la sauvette. On a vraiment une drôle d'impression quand on regarde un reportage comme celui-ci, où on sait qu'effectivement, le 20 mai 1968, l'ORTF est en grève et qu'il y a donc déjà des difficultés pour pouvoir faire les reportages. Mais là, c'est assez flagrant, Sophie Gébey. Oui, tout à fait. Donc déjà aussi sur le format, là, on est en plein avec un... Donc ce sont les Provence Actualités, c'est-à-dire les stations régionales qui, au sein de l'ORTF, avaient à charge et qui sont inaugurées pour ça, en 66, je crois, de transmettre la parole du pouvoir en place. Et d'ailleurs, elles étaient surnommées pour cela la télévision des préfets. Et on retrouve ici en fait le modèle des journaux télévisés des années 60, qui est celui en fait des actualités filmées qu'on pouvait voir avant les séances de cinéma avec une musique dramatisante. Et puis là, sur le traitement de l'événement, donc on commence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les questions des ouvriers. On les voit très peu finalement de loin, comme si c'était filmé en voiture, en mouvement, sans jamais voir l'usine. C'est les personnels qui occupent. Alors, en fait, ce qui se passe à Marseille, on voit on commence par nous dire que les examens peuvent se dérouler à la faculté de médecine. En fait, le mouvement commence dès le début du mois de mai à la faculté de Saint-Charles, dont ici il n'est pas question. Et ensuite, c'est la CGT qui est très présente et très implantée dans la région provençale à l'époque, qui est à la manœuvre. Et quelques jours après, il y aura déjà là, il y a presque 100 000 personnes en grève. Et le 24 mai à Marseille, les manifestations rassemblent 300 000 grévistes, ce qui ici paraît complètement dans l'impression d'une ville qu'on veut nous montrer comme étant à l'arrêt, mais sans voir finalement les acteurs de ces grèves, contrairement à vos images militantes. Oui, Jacques Québadian, c'est quand même très étrange qu'une même situation, et c'est là où effectivement on voit que celui qui est derrière la caméra compte un peu. Ils n'avaient peut-être pas beaucoup de temps non plus pour faire leur sujet. Sûrement. Donc c'est vrai que c'est couvert de loin comme ça, à part une manif qui est un peu plus proche. Avec des panoramiques très lointains, effectivement, et généralement sur des bateaux à l'arrêt qui sont supposés dire aux spectateurs ou aux téléspectateurs qu'il y a la grève, en l'occurrence. Sophie Gébey. Oui, et probablement aussi des images qui ne sont pas forcément une récupération de prise de vue, peut-être du port de la Vera, par exemple, de loin, qui est à ce moment-là réutilisée pour le journal télévisé. Oui. Alors, on va changer un tout petit peu l'ordre qu'on avait prévu pour regarder tout de suite l'extrait numéro 4, celui du film qui s'appelle Le droit à la parole, de Jacques Québadian et Michel Andrieux, qui date de 1968, que vous nous présentez, Jacques Québadian, parce que là, c'est un film de diffusion militante. Ça n'est pas la relecture comme le premier qu'on a pu voir, l'île de mai, de ces films militants par vous aujourd'hui et par Michel Andrieux. Là, c'est véritablement ce que vous avez réalisé à ce moment-là, en 1968. Qu'est-ce que c'était ce film, Le droit à la parole ? Eh bien, il faut d'abord voir. On a d'abord filmé le plus possible tout ce qu'on pouvait filmer, les manifestations, on s'est déplacé devant les usines, etc. Avec l'idée qu'on verrait après ce que c'était important, c'était d'enregistrer ce qui se passait. Contrairement à ce que d'autres qui avaient créé les États généraux du cinéma avaient dit, pendant la grève, on ne filme pas. Eh ben nous, on a dit non, au contraire, vous allez nous trouver de la pellicule parce que c'est important de filmer. On a bien fait. Même Jean-Louis Comolli me dit qu'ils étaient au Cahier des cinémas, c'était la tendance marxiste-léniniste, maoïste. Et eux, ils voulaient réformer le cinéma. Ils étaient à l'école Louis Lumière pour réformer le cinéma. Et il m'a dit, heureusement que vous n'avez pas fait comme nous. Et vous avez filmé, voilà. Il fallait prendre les caméras pour aller dans la rue, justement, et les descendre dans la rue, un peu comme quand on parlait du roman policier. Voilà. C'était Chandler qui disait de Dashiell Hammett, il a pris le vase vénitien qui était sur le petit guéridon, il a ouvert la fenêtre et il l'a jeté dans la rue. Et c'est ce qu'a fait le polar. Et bien vous avez fait ça avec le cinéma dans ces années-là. Donc on a filmé, puis à un moment donné, on a décidé de répartir un peu. Il fallait passer au montage, surtout que le 11 juin, enfin après Flins, où on a filmé Flins. La grande grève chez Renault Flins. Voilà, c'était quand les CRS sont arrivés, le 9 juin. Bon, après, nous, il n'y avait plus grand-chose. On a décidé de faire les montages. Donc, on s'est répartis en 3 groupes. Et c'est comme ça qu'on a fait, nous, le droit à la parole. Alors, on regarde ce film. Donc, vous allez voir en ouverture un visa de censure. Il n'avait pas reçu le visa de censure à ce moment-là. Il ne l'a reçu qu'un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard. 10 ans après, oui, parce que ces films sont restés illégaux pendant 10 ans. Et qui étaient faits pour une diffusion militante. Ils étaient même interdits, quoi. Beaucoup de copies ont été saisies.
1964, Université de Berkeley, États-Unis. 1967, Université de Berlin, Rome, Madrid. 1968, Varsovie, Nanterre, Paris. La révolte des étudiants met à feu le monde. La révolte des étudiants met à feu le monde. Face à la guerre, à l'exploitation capitaliste, l'étudiant interroge. À quoi sert l'université? À quoi sert l'université? Refusant d'être soldat, valet ou chômeur, l'étudiant conteste son avenir bourgeois. En France, la révolte dans l'université rencontre un siècle de lutte dans les usines. Si la rencontre se prolonge, elle s'appellera révolution. En France, règne moins le gendarme que la peur du gendarme. La contagion du courage fissure la peur. Cette peur par laquelle l'État impose l'ordre capitaliste à une société mûre pour le socialisme. En combattant, des étudiants refusent de se soumettre à la peur, donc au pouvoir. Bilan d'une nuit de barricade. Militairement vainqueur, l'État policier a conquis 4 rues de Paris. Politiquement vainqueur, les étudiants gagnent le soutien des travailleurs. Le pouvoir est dans la rue. Le gouvernement y fera la preuve de son impuissance. Tout ce qui fut tu depuis des dizaines d'années est dit. Le droit à la parole est conquis malgré la police face aux hiérarchies autoritaires contre toutes les répressions ouvertes ou sournoises. Le droit à la parole est conquis malgré la police face aux hiérarchies autoritaires. Mais fut le mois de la parole. Voilà donc un extrait de ce droit à la parole de Jacques Québadian et Michel Andrieux, tourné en 1968, vu dans les réseaux militants dans ces années-là, mais évidemment censuré en partie, et n'ayant reçu le visa de censure qu'une dizaine d'années plus tard. Il y a là, effectivement, dans ce film-là, ce qu'un philosophe, grand historien par ailleurs, Michel de Certeau, a appelé la prise de parole. Il dit dans un magnifique livre qui a été écrit dans l'été 68, on a pris, en 1968, on a pris la parole comme d'autres, en 1789, avaient pris la Bastille. Et c'est marrant de trouver dans votre film cette même thématique du droit à la parole. C'est-à-dire la parole qu'on a prise, c'est dans le commentaire, c'est ça que vous... Non, oui, non, c'est aussi que oui, c'est l'impression que donne effectivement ce mouvement de 68 par ceux qui l'ont vécu ou ceux qui l'ont observé, comme Michel de Certeau. Alors, comme information, c'est important parce que c'est le commentaire était écrit par André Glucksmann à l'époque. Ah oui. C'est avec lui aussi que j'avais fait, qu'il avait fait un... Alors André Glucksmann, pour les plus jeunes qui seraient dans la salle, ils ne le connaissent peut-être pas. Il est malheureusement décédé il y a 2 ans, je crois, André Glucksmann. Oui. C'était un des fondateurs des mouvements gauchistes. Il a participé aussi dans les années 1970, un peu plus tard, 77-78, à la critique du soviétisme en particulier, en travaillant avec ce groupe qui s'est appelé, avec Bernard-Henri Lévy entre autres, les Nouveaux Philosophes. Oui. Voilà, donc effectivement, on était d'accord. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui a écrit le texte, mais on était tous d'accord sur ce qui était dit dans ce texte. Et moi, je trouve que c'est encore valable. Hein. Sophie Gébeil, sur un film comme celui-ci, qui effectivement récupère ces images qui ont été faites sur l'instant, pourrait-on dire, pour en faire un film militant sur l'instant, pour qu'il puisse témoigner de ce qui s'est passé. D'abord, ça témoigne de ces moments de rencontre, hein, comme le dit l'historienne Ludivine Bantini, qui ont été occasionnés par l'événement, ces personnes qui sont prises dans l'événement, des étudiants en cinéma, et on voit bien la jonction. Ce
ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a la prise de parole, il y a l'occupation de l'espace aussi, prendre l'usine, et on voit bien aussi dans cette mémoire militante à laquelle les historiens, pendant un certain nombre d'années, ont participé aussi à des projets de sauvegarde de ces archives-là. Je pense à Madame Zancarini, par exemple. Michel Zancarini. Et donc, ces sources-là, elles permettent aussi de mieux comprendre l'événement et de sortir peut-être de la vision un peu de cette mémoire écran, de cette mémoire d'écran qu'on a un peu centrée sur le quartier latin, sur les événements parisiens et sur une lecture un peu infantile ou ludique de l'événement. Donc elles sont cette mémoire souterraine qui a rejailli quand même ces 10 dernières années et que les historiens aussi ont pu utiliser, elle est extrêmement précieuse parce que c'est des images sur le vif, mais aussi pour la connaissance de l'événement et de ses acteurs, elles sont passionnantes. C'est comme si on avait préparé, en fait, parce que vous nous lancez sur la plage suivante, à savoir la télé mai 68. Il s'agit d'une archive de 1998 au journal de France 2. Avant de la lancer, qu'est-ce que nous dit cette archive un peu longue qui dure 4 minutes 23, Sophie Gébeil? Donc oui, cette archive, on est en 98, donc c'est le 30e anniversaire de mai 68. C'est un peu le début de l'ère de la commémoration pour 68. Et elle vient rappeler, en quelque sorte, en fait, le JT tous les jours fait un retour sur l'événement 30 ans avant. Elle vient rappeler que l'ORTF n'était pas que la télévision du pouvoir, mais qu'elle a aussi été un acteur de mai 68. Comme nous le faisons depuis le début de ce mois, un nouveau retour en arrière ce soir sur les événements de mai 68 en France. La télévision de l'époque, qui s'appelait l'ORTF, une seule chaîne de télévision, n'est pas passée à côté de ces événements. 70 jours de grève pour dénoncer la mainmise du pouvoir politique sur l'information. Hervé Brusini. Au pied de la tour Eiffel, il y a un secret. Je ne peux pas en parler, désolé. Non, vraiment, c'est secret ? Oui. Et même secret défense. En fait, c'est une installation de télévision avec studio intégré, réservée à l'État en cas de coup dur. La légende veut qu'il fût utilisé en mai 68. Un coup dur pour la télé d'État. Une télé qui n'avait pas bonne réputation en matière d'information. Il est vrai que le téléspectateur de l'époque avait déjà vu ça. Le fait que vous ayez accepté de venir ce soir inaugurer cette formule avec nous, est-ce que cela ne va pas être interprété comme la mainmise du gouvernement sur le journal télévisé? Le fait que j'inaugure cette nouvelle... Le ministre de l'Information présentant le nouveau journal, pas très bon pour la crédibilité. Le journal télévisé. Avec mai 68, la défiance est à son comble. Pas de son sur les images de manifestations, compte rendu au compte-gouttes des événements, et l'on parle surtout de... Longue file d'attente devant les postes d'essence réservés aux prioritaires qui reçoivent 10 litres chaque fois. Et puis, le 10 mai, un magazine, Panorama, consacré aux mouvements étudiants, est interdit. Alors, dans ce bar, à quelques mètres de la fameuse rue Cognac-G, tous les grands patrons des magazines d'information signent un communiqué. Ils dénoncent la scandaleuse carence d'information du public. Le lendemain, Michel Honorin est convoqué par son directeur, Édouard Sablier. Sablier me dit, de toute façon, si vous faites la grève, vous serez tous virés. Alors je lui dis, écoute, il y a une solution. Tu as ton standard qui clignote sans arrêt, parce qu'il avait un énorme standard avec des petits boutons qui clignotaient et qui le reliaient à tous les ministères. Je lui dis, tu convoques 10 journalistes de la rédaction, tu coupes tout ça et tu dis, on fait un journal, et tout le monde est derrière toi. Parce qu'il avait une bonne réputation, Sablier, c'était un bon journaliste. Et il a dit, je peux pas le faire. Je suis assis sur un tonneau de dynamite et j'ai horreur des gens qui se baladent avec des allumettes. Et c'est l'incendie. Édouard Sablier, le directeur de l'information, présente le journal. 25 jours après le démarrage des événements, les journalistes de télé sont massivement en grève. Techniciens y compris, seules 23 personnes sont non grévistes. Monsieur Guéna l'a confirmé ce matin. Pour la plupart, ce sont des fidèles du général de Gaulle. Chacun à leur manière, avec leur conscience du moment. Que des fils de bourgeois veuillent prendre une autorité sur le père me semblait pas follement important. Après, quand la CGT a pris le train en marche, il faut bien le dire, ça m'a semblé plus important. Le souvenir que j'en garde, une période difficile, je crois difficile pour tout le monde, des bêtises accumulées. Ils avaient une drôle de bobine, les journaux de l'époque. On y parlait d'un comité des 10, les leaders du mouvement, toutes les plus grandes vedettes. Couder, Potcher,
De la taille et de Closet. En pleine période d'utopie, ces journalistes-là réclament du réalisme. Ils vont demander quoi ? Tout simplement ce qui sera fait dans les années suivantes avec la haute autorité, le CSA, etc. On sépare un peu l'État et la télévision. Donc ça nous paraît tellement raisonnable, ça nous paraît tellement évident qu'on ne peut pas douter que le gouvernement va négocier et puis qu'on va trouver un accord. Et d'accord, il n'y aura point. Tous les jours, devant la maison de la radio, réalisateurs, producteurs, journalistes, enseignants manifestent. C'est l'opération Jéricho. 7 jours pour faire tomber les murs de la dépendance. Le 11 juin, la police intervient. Certains journalistes reprennent le travail, mais les autres, par dizaines, sont licenciés. Sous le faux motif de compression de personnel. La presse spécialisée, elle, annonce une valse des directeurs, une valse qui restera longtemps d'actualité. Alors c'est intéressant cette archive parce que c'est une façon de raconter la propre histoire de la télévision et de la radio, puisque cette maison de la radio, comme il est dit, était aussi la maison de la télévision à l'époque, puisque c'était l'ORTF, mais en même temps de se dédouaner en disant on n'est plus la même chose, ça n'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'en 98, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites, et même des évolutions politiques, puisque François Closet, licencié en 1968, n'est pas exactement le même en 98 qu'il était en 68. Il prône le libéralisme à tout crin, ou presque. Donc il y a une vraie différence entre justement ces 30 ans ont changé considérablement la vision que l'on pouvait avoir de ce qu'était la radio et la télévision, Sophie Gébeil. Oui, tout à fait. Il y a vraiment la volonté là. D'ailleurs, on le voit bien puisque la mémoire anti-gréviste, elle est incarnée par une journaliste et tout le reste est consacré en quelque sorte au tonton flingueur gréviste de l'ORTF en 1968. Mais ça remet aussi en cause quelque part l'idée que... Alors certes, c'est vrai que c'était la radio, le média dominant de 68, et ça remet aussi en cause la légende de l'écran noir de 68 avec l'idée qu'il n'y avait pas d'image. En fait, il y avait un traitement de l'événement, mais au prisme, bien sûr, du gouvernement, puisque c'était la télévision d'État, ce qui n'était plus le cas dans les années 90. Mais par contre, la revendication de plus de liberté, elle était déjà présente chez les réalisateurs de la télévision avant 68, et c'était une revendication, en fait, ancienne. Il y avait quand même une vision critique. Et cette grève-là dure jusqu'en juillet. C'est une des plus longues grèves, quand même, les journalistes de l'ORTF, de 68. Et pour ceux qui auraient l'intention de monter à Paris ces temps-ci, il y a une petite exposition à laquelle j'ai participé dans la maison de la radio, qui raconte cette histoire de la grève de l'ORTF. Ça s'appelle Silence Radio. Et pour la première fois dans la maison de la radio, en plein cœur de la maison de la radio, nous avons affiché les 102 noms des 102 licenciés de l'ORTF en juillet 1968. Jacques Kébadian, vous avez peu de confiance, j'imagine, en tant que militant, dans les images qui étaient fournies par le pouvoir en place et par la télévision de l'époque. Je crois qu'on n'avait pas le temps de les regarder. On vivait en direct les événements de l'époque, donc on n'allait pas s'enfermer devant une télé. Et par contre, des grévistes, à un moment donné, je sais que des grévistes de l'ORTF nous ont fourni de la pellicule. Ça, c'est pour faire des films. Voilà, pour continuer à filmer, oui. Ça passait par les états généraux du cinéma, mais on allait les voir en disant, voilà, on a besoin de... Alors, cette archive de 1998 qu'on vient de voir, donc avec Daniel Bilalian présentant les 30 ans de mai 68, nous permet d'entrer progressivement dans ce qui est le cœur de notre propos de ce soir, Sophie Gébeil, c'est-à-dire une analyse des images de mai 68 au fil du temps, pourrait-on dire. Alors, vous nous donnez tout de suite un graphique qui a été réalisé par l'INA et que vous allez nous commenter, ainsi que le suivant, qui nous permettent déjà de nous mettre en tête le rythme de ces commémorations et des images qui ont été collectées. Oui, donc tout à fait. Le rôle de l'historien, c'est bien sûr de comprendre l'événement, mais il y a aussi une histoire de la mémoire qui s'intéresse aussi à la façon dont, finalement, ce temps commémoratif façonne aussi nos représentations de l'événement, et notamment les commémorations ici médiatiques. Donc, ce qu'on a souhaité faire avec Sophie Gillery et Mireille Maurice de l'INA Méditerranée, c'est essayer déjà de percevoir ces temps commémoratifs, et ce graphique le montre de façon assez manifeste, puisqu'on voit bien que ce sont ici les occurrences dans les bases de l'INA, dans les bases nationales notamment, qui ont pour indicateur mai 68.
Donc ce sont les occurrences des contenus, des archives durant lesquelles il est question de mai 68. Et on voit bien qu'il y a quand même un traitement en 78. En fait, c'est surtout des documentaires comme l'émission Les Dossiers de l'écran. Qu'ensuite, en 88, il y a une faible médiatisation en quelque sorte. Et qu'à partir de 98, donc chez les historiens de la mémoire, il y a souvent l'idée que les 30 ans, c'est la période après la période anniversaire durant laquelle un événement ressurgit en quelque sorte dans la mémoire collective. Et on voit bien l'inflation commémorative à partir de 98 puis 2008. Alors, dans les sujets c'est ce que j'appelle le syndrome des 37 annuités et demie. Vous savez, génération. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui avaient 20 ans, en 37 ans et demi de plus, ils arrivent à la retraite et ils commencent à regarder leur vie en essayant de regarder ce qui était le plus important ou ce qui les a plus marqués. On arrive effectivement entre 98 et 2008 à ces 37 annuités et demie. Et cette inflation, elle est prise notamment en charge, on le voit bien, par France 2 et par aussi Arte en 2008, qui, avec un peu aussi dans ce tournant mémoriel, celui des années 90-2000, qui se positionne aussi dans les émissions d'histoire. Alors on a une autre archive. En 2018, je crois que ça va être encore pire là, parce que il suffit de voir déjà le nombre de livres qui sont accumulés à la sortie d'ici par le libraire qui vous les fournira si vous les voulez. Il y a déjà une inflation de livres considérable. Alors cette autre archive fait le zoom sur les commémorations des années anniversaires. Oui, donc en fait, là, on a voulu savoir, parce que c'est un travail qu'on peut faire à l'aide d'outils statistiques dans les bases de données de l'INA, c'était savoir quel type d'émission, finalement, parle de mai 68. Donc là, on voit qu'il y a, en rouge, vous avez les journaux télévisés, et en bleu, les émissions. Donc c'est très large, ça peut être des émissions de plateau avec un documentaire, ou des documentaires, ou des magazines d'information. Et on voit qu'il y a, donc en 78, en fait, c'est l'émission Les Dossiers de l'écran, qui était une émission emblématique de l'époque, qui traitait d'un certain nombre de sujets de société. En 88, une faible visibilité. Alors on pense, l'hypothèse, c'est que c'est lié, et ça se confirme dans les archives de l'INA, en fait qu'en mai, l'actualité est centrée sur la réélection de François Mitterrand. Et puis on voit entre 98 et 2008 une inflation plutôt du genre émission par rapport aux journaux télévisés, même si les journaux télévisés se maintiennent. Et en fait, ça augure une différence de traitement dans la façon de voir l'événement. Mais toujours cette courbe exponentielle, en tout cas entre 1978 et 1998. Alors, il y a aussi des émergences, pourrait-on dire, des types de traitements de cette commémoration très différents. Vous avez choisi 4 journaux télévisés régionaux de 1998 qui nous disent des choses très particulières, en particulier qui se centrent sur des personnages anonymes de Franche-Comté, de Lorraine, de Rennes et de la région de Rennes ou du Nord-Pas-de-Calais qui ont participé donc à ces événements de mai 68. C'était en 1998 et nous sommes aux alentours du 19 mai, 28 mai, 6 mai ou encore 4 mai 1998 dans ces 4 régions. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble et nous devons continuer notre lutte ensemble. C'est bien vous qui devez se faire ensemble. Nous voulons absolument rester unis. En 1968, Suzanne avait 25 ans. Le 13 mai, CGT, CFDT, FO, tous les syndicats appellent à la grève générale. À Besançon, les petites mains de l'horlogerie participent au mouvement. À Yéma, dans son entreprise, Suzanne prend la parole pour la première fois, un engagement qui a bouleversé sa vie. Il faudra 2 heures qu'on boucle la grille là, qu'on laisse pas rentrer le personnel là-bas. Il n'y a pas de raison. Si le patron a quelque chose à dire, il n'a qu'à faire comme nous, il n'a qu'à monter sur le mur et puis le dire devant tout le monde. Je ne me suis pas mise en avant pour les autres. Je me suis mise en avant parce que je me sentais mêlée aux autres et j'avais les mêmes intérêts, les mêmes envies. Pas à dire je vous donne ça ou ça sans passer par le délégué provisoire. C'est pas le patron qui va commander la grève, c'est nous. C'est tout. Après mai 68, Suzanne reprend le travail et une nouvelle vie commence, celle de militante. Le boulot de militant, si tu veux, on a l'impression qu'on apporte quelque chose aux gens et on leur fait comprendre des trucs, tu vois. Alors, dans ce sens-là, si tu veux, je travaille plus dans le milieu. Les mineurs revendiquaient également un droit à la parole le plus prononcé et ils sont arrachés par la grève de 1968 en dehors des revendications traditionnelles de salaire, durée du travail, le droit à avoir des comités d'établissement pour obtenir une plus grande liberté d'expression pour défendre journellement et quotidiennement dans la responsabilité leurs problèmes.
30 ans plus tard, la création de ces comités d'établissement et la reconnaissance d'un véritable droit syndical restent comme de grands acquis. Un monde qui lui semble limité, oppressant, cloisonné, où ouvriers, paysans, étudiants s'ignorent jusqu'à ce 8 mai, jusqu'à cette fameuse manif qui les fait se rencontrer et défiler au coude à coude dans 9 départements de la grande région sur le thème de l'Ouest veut vivre. Ce jour-là, ils sont tous dans la rue, mais au fil des événements, beaucoup prendront peur et rentreront dans le rang. Concrètement, je sais que j'ai eu des coups de main occasionnels par des militants syndicaux ouvriers qui sont venus me donner un coup de main sur l'exploitation. On discutait d'organisation de travail, on discutait de poids économique éventuellement, on discutait de parité homme-femme, etc. La cassure entre les CDJA et FDSEA qui voient déjà dans l'exploitant agricole le chef d'entreprise et une minorité de paysans qui refusent le modèle et défendent une agriculture à taille humaine s'officialise en quelque sorte à cette époque. De cette effervescence, menée par Bernard Lambert, le voisin de Loire-Atlantique, naîtra peu après le syndicat des travailleurs paysans. Au fil du temps, il se transformera pour devenir la Confédération paysanne. Louis Gégou y milite toujours, tout comme il milite en faveur du tiers-monde au sein de l'association Peuple Solidaire. La crise sociale prend alors le dessus sur la crise étudiante. Le 17, grèves et occupations d'usines se multiplient. À Roubaix, Oisier, Anzin, le mouvement fait tache d'huile. Tous les puits de mine sont alors fermés. Je demanderai aux camarades s'ils sont d'accord pour la grève que nous menons actuellement. Camarades, je vous demanderai aussi de la voter à main levée. Est-ce qu'il y a des avis contraires, s'il vous plaît? La grève, pour l'instant, c'est un moment qu'il faut en profiter ou jamais, quoi. Ici, on est bien lancé, c'est le moment d'abandonner tout. Hein. Parce que le vie a été mal dur, on n'y arrive plus. On a 3 minutes en ce maison, puis il y a pas moins d'y arriver qu'au chevré. On est au bout de sa rouleau, puis c'est tout. Il faut que tout le monde s'y met, il n'y a pas d'avantage. On n'y arrive plus. Mais on est en 3 minutes, j'arrive pas à ma butte. La grève se généralise, le drapeau rouge flotte aux portes des entreprises. Dans les usines occupées, on attend les résultats des négociations de Grenelle. Impressionnant meeting du personnel d'usine Ordenin. À Arras, les routes sont barrées, la grève atteint sa vitesse de croisière. L'histoire s'accélère, les accords de Grenelle, l'Assemblée nationale dissoute, le travail reprend, seuls les métallurgistes poursuivront la grève plusieurs semaines encore. C'était leur mai 68, derrière les grilles fermées de l'usine, le temps d'un bal à l'île Five, oublier la colère et les drapeaux rouges, retrouver le sourire et l'espoir. Alors ça, c'était en 1998, donc 30 ans après les événements, dans 4 régions de France 3, en l'occurrence Franche-Comté, Lorraine, Rennes et Nord-Pas-de-Calais, avec la même impression, la même volonté de faire surgir des personnages qui ne sont pas les personnages de premier plan. Ça correspond justement, visiblement, d'après les recherches qui ont été menées à l'INA, à un moment, pourrait-on dire, de commémoration. C'est 30 ans, c'est le 30 ans des anonymes que l'on fait ressurgir des archives. Alors ça, c'est le cas dans les archives régionales, pour le coup, et ça contraste en fait avec quand même la représentation de l'événement dans les journaux télévisés sur les chaînes nationales, avec un mai 68, et d'ailleurs c'est seulement un mai, on parle très peu de juin, un mai 68 en 3 temps, le mouvement étudiant, puis le mouvement social avec les grévistes, et puis le pouvoir qui reprend la main. Donc là, on est vraiment à rebours de cette représentation-là dans les archives régionales, et effectivement, on est quand même dans le contexte des années 90, avec des mouvements sociaux, le mouvement des sans-papiers en 96, le mouvement des chômeurs en 97, le retour de la gauche au pouvoir. Donc il y a, je pense, aussi cette mémoire des luttes qui est réactivée avec la volonté de montrer les territoires. Le fait de dire mai 68 n'était pas seulement un mouvement estudiantin parisien, c'est aussi un mouvement régional, comme le montre l'engagement des différents acteurs ici. Alors paysans, ouvriers, femmes, même si un peu nuancé un certain nombre d'interprétations et d'enthousiasme qui est alors le sentiment qui émerge quand on visionne ces images des 30 ans de mai 68. On est sur la volonté de dire nos territoires étaient aussi, en quelque part, on a aussi fait mai 68, oui. Et y compris des anonymes. Oui, et ces anonymes ne sont pas anonymes pour tout le monde, parce que quand vous avez vu ces images, Jacques Kébadian, vous êtes dit, cette femme que je vois au tout début, en Franche-Comté, de l'usine IMA, j'ai déjà vu ailleurs. Oui, c'est le groupe Medvedkin qui a réalisé ce film. Qui était un groupe militant. Créé par Chris Marker à l'époque. Et elle, on la voit déjà, cette militante, on la voit déjà dans À bientôt, j'espère.
mais c'était son mari qui était le responsable syndical, mais elle commençait à faire ses premières armes. Et d'ailleurs, l'archive est un extrait d'un film de Chris Marker. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'effectivement, 30 ans après, on s'aperçoit qu'il existe des images très, très intéressantes sur mai 68 et que ça a été caché pendant 30 ans, quoi, finalement. Ben, ça a été diffusé dans les chaînes de télévision, mais sur les chaînes régionales. C'est aussi ce qui nous a frappé quand on a regardé les sujets régionaux de l'époque. Tu veux dire, à l'époque, en 68 Ah non. Non, en 98. Là. Ah oui, 30 ans après. Non, mais en 98. Là, c'est une émission de 98 oui. qui nous a montré. Oui, d'accord. Mais 30 ans après, quoi. Oui, oui, voilà. Tout à fait, oui, sur les archives. Mais je pense qu'il y a aussi une redécouverte des archives du fait de la numérisation. Je me demande si ça a dû aussi jouer un rôle dans les années 90. Bien sûr, la numérisation des archives, c'est un grand moment qui a permis d'accéder à ces fonds qui étaient généralement difficiles d'accès pour des raisons simplement techniques. Il fallait les restaurer, etc. Ils ont été restaurés dans le cadre de cette numérisation. Ils ont rendu possible une consultation beaucoup plus simple aujourd'hui. Un autre graphique que vous avez voulu nous montrer, Sophie Gébeil, qui dit aussi autre chose sur cette commémoration au fil du temps. C'est la graphique numéro 8. Oui, donc cette fois-ci, on s'est intéressé au traitement, à l'approche, la façon dont on aborde mai 68 dans ces archives, que ce soit des émissions ou des journaux télévisés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit de 88 à 2008, bien sûr, on perçoit toujours cette inflation commémorative en quelque sorte et ce rythme des commémorations, mais on voit aussi à quel point l'approche politique de mai 68 est lissée. Quelque part, mai 68 devient un événement historique, mais ça devient surtout une approche par la société. Donc mai 68 a transformé l'éducation, a transformé la place des femmes, et la dimension politique est nettement lissée, et ça rejoint un peu les questionnements qu'on se posait au début sur ce fossé, peut-être quelque part, et c'est là, pour le coup, une forme de dépolitisation de l'événement dans son traitement médiatique. Pour le coup. Alors, on va tout de suite avoir une application de ce graphique, pourrait-on dire, avec deux archives que nous allons enchaîner, la 9 et la 10. Donc la 9, c'est l'archive qui date de 1978, 10 ans après les événements. Une archive longue, mais très instructive. Et puis, ensuite, une deuxième archive qui date, elle, de 2008. Et là, on est beaucoup plus près de notre période d'aujourd'hui, où peut-être il y a des différences de lecture très nettes, justement, dans l'évolution du regard porté sur mai 68, la 9 et la 10. Nul n'avait prévu que le printemps 1968 en France serait synonyme d'émeute, de révolte ou même de révolution. Nous avons tous encore présente à l'esprit la chronologie de ces événements qui ont marqué l'histoire de France, l'autorité de l'État bafouée, l'ordre bouleversé, le régime ébranlé, le pays paralysé. Tout avait commencé par une agitation étudiante qui s'est très vite transformée en émeute. C'était il y a 10 ans. François Lanzenberg. 1968. La Ve République a alors 10 ans. Le général de Gaulle a été réélu moins de 3 ans plus tôt, avec près de 55% des voix au second tour de l'élection présidentielle. Et dans ses vœux à la nation, le 31 décembre 1967, il était fondé à saluer avec sérénité l'année à venir. Et pourtant, en mars-avril, Paris, tout comme Londres, Rome, Berlin, Mexico ou Tokyo, connaîtra une fièvre, une révolte étudiante. Mais en France, ce sera le détonateur d'un mouvement plus profond, plus vaste, d'une épreuve, d'un affrontement, mêlant pêle-mêle aux revendications estudiantines, celles du monde ouvrier, des classes moyennes, des intellectuels et des paysans. Le 2, les cours sont suspendus à Nanterre, et le 3, la police fait évacuer la Sorbonne. Les manifestations sont violentes, et le 5 mai, 13 manifestants seront condamnés, dont 4 à des peines de prison ferme. Alain Gesmar, leader du SNESUP, Jacques Sauvageau de l'UNEF, et Daniel Cohn-Bendit, animateur du mouvement du 22 mars, créé à la faculté de Nanterre, appellent à la grève et lancent ce mot d'ordre, « Libérez nos camarades ». Les 6, 7, 8 et 9 mai, les manifestants défilent toute la journée à travers la capitale et se replient le soir au quartier latin, où les affrontements avec les forces de l'ordre sont violents et laissent de part et d'autre de nombreux blessés. Dans la nuit du 10 au 11, le quartier latin est en état de siège. C'est la nuit des barricades. À 2 h du matin, la police prend d'assaut une 60aine de barricades. Bilan, 400 blessés graves, 720 légers, 500 interpellations, une 60aine de voitures brûlées. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, annonce la réouverture de la Sorbonne et la possibilité de gracier les étudiants condamnés.
Aussitôt réouverte, la Sorbonne sera occupée, tout comme la faculté de Censier et un peu plus tard l'Odéon. Alors les débats, les commissions, les meetings se multiplieront pendant plus d'un mois. Idées, slogans, formules apparaîtront. L'expression, riche ou naïve, créatrice ou fade, sera souveraine l'espace de quelques semaines. Au cri de 10 ans, ça suffit, 1 million de manifestants défileront le 13 mai, drapeaux rouges et noirs s'entremêleront, de même que groupuscules gauchistes et CGT. Les jours suivants, les grèves avec occupation d'usines commencent. Elles touchent près de 9 millions de travailleurs. À son retour d'un voyage officiel en Roumanie, De Gaulle déclarera « La réforme, oui, la chienlit, non ». Et le 24, il annoncera au pays un référendum sur la participation qu'il sera amené à différer. Oui, le mercredi 22 mai, on compte 9 millions de grévistes, 9 millions de salariés qui occupent leurs usines. PTT, SNCF, transports en commun, dépôts d'essence, tout est touché, tout est bloqué. Dès le 20 mai, les centrales syndicales commencent à parler de négociations, on dresse la liste des revendications. Les 25 et 26 mai, enfin, 48 négociateurs se réunissent au ministère du Travail, rue de Grenelle à Paris. Gouvernement, patronat, centrales syndicales vont discuter pendant 25 heures pour aboutir à un projet de protocole d'accord. Mais le 27 mai au matin, et c'est Renault à Billancourt qui donne le ton, les grévistes le repoussent. Alors, branche par branche, on va renégocier jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la réouverture des usines entre le 4 et le 6 juin. Ce même 27 mai se tient au stade Charletti un meeting réunissant près de 30 000 personnes, étudiants, ouvriers pour la plupart, membres de la CFDT du PSU. Le 28, Mitterrand annonce qu'en cas de vacance du pouvoir, il sera candidat à l'Élysée et avance le nom de Madès France pour constituer un gouvernement de transition. Et le 29, ce sera le coup de théâtre. Le Conseil des ministres est ajourné, le général de Gaulle a disparu. Toute la journée, des rumeurs parfois extravagantes circuleront. De Gaulle a-t-il définitivement quitté le pouvoir? Va-t-il revenir? Par la suite, on saura qu'il est allé rencontrer le commandant des forces françaises en Allemagne, le général Massu. Le lendemain, à 16h30, à la radio, le général de Gaulle annonce au pays ses décisions. Georges Pompidou restera Premier ministre. Le gouvernement sera remanié, le référendum ajourné et enfin l'Assemblée nationale dissoute. Le soir, à l'appel des gaullistes, peut-être 1 million de manifestants remonteront les Champs-Élysées, mais cette fois, le drapeau tricolore remplacera le drapeau rouge. Le retournement de situation est définitivement opéré. Mai 68 s'achève. Faut-il rappeler qu'aux élections de juin 68, la FGDS perdra 61 sièges, le PC 39, les gaullistes en gagneront 97 et les républicains indépendants 21. 10 ans après, on s'interroge toujours sur ce que fut le mouvement de mai 68, révolte ou révolution, phénomène culturel ou de civilisation. Historiens et sociologues en débattront encore longtemps. Nous ouvrons ce soir une série de reportages sur mai 68 à l'occasion de son 40e anniversaire. Sous l'impulsion des étudiants, la France s'agite alors soudainement. Les jeunes dénoncent l'austérité morale gaulliste, prônent la libération sexuelle. Désemparés au départ, les syndicats prennent rapidement le relais. Débute alors la plus grande grève générale de l'histoire. La France est paralysée, le régime menacé. Stéphanie Pérez. Tout va vite, trop vite en cette fin de décennie. La France de 1968 est installée dans la croissance et le consumérisme de masse. Vraiment, la cuisine à l'électricité, quel progrès depuis 10 ans. Mais la société ne se retrouve pas dans ce qu'elle est devenue et dans le paternalisme gaullien qui la corsette. La France s'ennuie, écrit Le Monde. En fait, elle étouffe. Et l'explosion viendra de ces jeunes, des enfants du baby-boom qui rêvent de révolution et de liberté. En mars, la contestation part de Nanterre. Les étudiants manifestent contre la guerre du Vietnam et aussi parce que les garçons veulent accéder librement au dortoir des filles. Mai 68 est en route. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Le 3 mai à la Sorbonne, un trublion étincelant du nom de Cohn-Bendit tient avec ses amis anarchistes un meeting de soutien aux étudiants de Nanterre. Et c'est là que tout bascule. La police fait irruption dans l'université. Une première, et arrête 600 étudiants. Le régime gaulliste est un régime fasciste et réactionnaire. À l'extérieur, passants et étudiants sont scandalisés par la répression policière.
C'est le début d'une semaine de violents combats de rue. Le quartier latin est en état de siège, le gouvernement dépassé, la France stupéfaite. Maintenant, ce sont les policiers qui viennent de passer à l'attaque. Le front des étudiants a reculé. C'est une véritable bataille rangée. Les étudiants attaquent à coups de pavés et les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes. On ne peut plus respirer ici. Pas de réel mot d'ordre. Sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire. Lors de la nuit dite des barricades le 10 mai, les étudiants font voler les pavés en même temps que l'autorité. Et le mouvement ouvrier leur emboîte le pas. Le 13 mai, la CGT et la CFDT mobilisent 800 000 personnes. Le début de la grève générale. Et le besoin enfin exprimé de prendre la parole, de contrôler son existence, de devenir maître de son entreprise. Tu comprends, c'est partir que là que la vie, elle devient bien. Quand il n'y a plus de patron pour vous emmerder. Le pays est paralysé. Plus de transport en commun, plus d'essence, 10 millions de personnes en grève. L'imagination a pris le pouvoir, au moins pour le moment. Tout le monde se transforme et effectivement, dans une telle situation, des ouvriers deviennent des gens de culture, la poésie fleurit sur les murs et pas seulement par des poètes. Je veux dire, toute la richesse des individus, la solidarité qui est cachée en période normale parce que c'est le boulot, on se lève tôt, on se couche tard, etc., éclate au grand jour et ça, c'est absolument fascinant, c'est extraordinaire. Le 25 mai, le gouvernement Pompidou accepte de négocier avec les syndicats. Les accords de Grenelle prévoient l'augmentation du SMIC de 30% et la réduction du temps de travail. Mais ces concessions ne satisfont pas la base ouvrière qui veut continuer la grève et souhaite le départ de De Gaulle. La République est en train de plier, la France s'inquiète. De Gaulle disparaît le 29 mai, la gauche, elle, n'a pas d'alternative solide à proposer. Le général revient le 30 et annonce finalement la dissolution de l'Assemblée. Je ne me retirerai pas. En 4 minutes, il retrouve les mots pour convaincre. 300 à 400 000 personnes viennent le soutenir place de la Concorde. La situation est brusquement renversée. La crise se résorbe en 3 semaines. Fin juin, la droite obtient une majorité écrasante aux législatives. Mais les graines du changement sont bel et bien semées. Alors voilà, nous avons voulu passer tous les deux côte à côte ces deux reportages, qui ne sont pas des reportages, qui sont d'ailleurs des rétrospectives, pourrait-on dire. L'une datant de 1978, l'autre de 2008, à 30 ans d'écart, avec effectivement pas simplement des chiffres qui changent, 1 million de manifestants sur les Champs-Élysées en 1978, 300 à 400 000 en 2008, mais aussi une vision, pourrait-on dire, des événements de 68 très différente, Sophie Gébeil. Oui, tout à fait. Donc on voit bien comment en 78, donc on retrouve la même dialectique, autorité, la question du pouvoir, mais en 78, on voit bien, déjà, on voit encore le traitement de la violence, mais la violence, elle est du côté des manifestants, et la monumentalité, la stabilité, elle est incarnée par le pouvoir et notamment par la figure du général de Gaulle. Donc c'est les manifestants qui font œuvre de violence. On le replace aussi dans le contexte mondial davantage. On cible beaucoup sur les étudiants en 78. Mais alors qu'en 2008, on est davantage dans une prise de distance et on se demande plus ce qu'a été l'événement, comme c'est le cas dans l'extrait de 78. Avec une violence un peu gommée, mais aussi cette partie du commentaire qui m'a tout à fait surpris. Il n'y a pas de réel mot d'ordre, dit-elle la commentatrice, la journaliste qui fait cette rétrospective. Il n'y a pas de réel mot d'ordre. Il y avait un mot d'ordre, c'était 10 ans, ça suffit. C'était au minimum ce mot d'ordre-là. Et il y avait beaucoup d'autres mots d'ordre, en l'occurrence Jacques Képadian. Oui, mais bon, je ne vais pas les énumérer. non, mais c'est amusant d'entendre ça. Il n'y a pas de réel mot d'ordre. Vous en avez plein. Enfin, autant qu'il y avait de groupes qui manifestaient dans les rues. Il y a anarchistes, maoïstes, léninistes. C'était écrit sur les murs aussi. C'était dans les tracts, dans les affiches. Il y avait des dazibao partout. Enfin, dans les quartiers, les murs étaient remplis d'affiches qui racontaient ce qui se passait ailleurs. Il y avait surtout aussi des affiches des Beaux-Arts, l'atelier des Beaux-Arts, qui a couvert tout Paris. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui aux Beaux-Arts à Paris. Oui, avec une grande exposition. Ressorti, il y a plus de 1000 affiches qui ont été créées en mai 68.
En dehors des journaux indépendants comme Action ou Le Pavé que Jean-Jacques Lebel avait sorti. À cette époque-là. Le journal des enragés. Ouais. Sophie Géveil ? Oui, tout à fait. En tout cas, moi aussi, ça m'a surprise d'entendre pas de mots d'ordre, mais en même temps, c'est complètement emblématique d'un certain nombre de clichés qu'on retrouve dans cet extrait-là. La France s'ennuie alors qu'il y a déjà le chômage qui monte et des inquiétudes et des mouvements sociaux. Et puis le fait, par exemple, les étudiants veulent accéder au dortoir des filles, comme si c'était la seule revendication politique des étudiants de l'époque, ce qui est loin d'être le cas. Alors, on a un autre graphique qui a été réalisé par l'Institut national de l'audiovisuel qui nous permet aussi de personnaliser peut-être ces événements de 1968. Ce sont les occurrences dans les archives depuis 1968 de personnages qui sont importants, puisque ils sont considérés comme les 3 leaders. On pourrait y rajouter Alain Krivine, peut-être, qu'on voit quasiment sur toutes les images, donc il en fait partie, ou Jean-Marcel Bougreau. Mais en l'occurrence, les 3 leaders qui sont restés dans la tête de chacun, Daniel Cohn-Bendit, et Jacques Sauvageau et Alain Gesmar, avec toujours ce creux de 1988, Sophie Géveil. Mais alors après, on monte le Tourmalet. Pour l'un d'entre eux, c'est Daniel Cohn-Bendit. Oui, tout à fait. Donc, on retrouve ici un des piliers, de toute façon, de la médiatisation, de la fabrique médiatique de l'événement. C'est qu'il faut l'incarner à travers des personnages. Et on voit ici à quel point Daniel Cohn-Bendit devient l'interlocuteur privilégié des médias et le témoin de mai 68, presque l'incarnation vivante de l'événement. Donc, par rapport à Jacques Sauvageau et à Alain Gesmar, on retrouve effectivement le creux de 88. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit cette montée, effectivement, cette croissance rapide de Daniel Cohn-Bendit dans les années 90-2000, qui est en fait liée à sa propre carrière politique, à son investissement les élections européennes dans les années 90, et puis ensuite son investissement dans le parti écologique. Alors on va voir 2 archives qui sont les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes. Vous nous expliquez pourquoi vous avez voulu les mettre côte à côte, donc Sophie Géveil ? Oui, donc en fait, en regardant dans les archives, puisque là, on a saisi en fait ici mai 68 comme occurrence dans les recherches statistiques de l'archive et les 3 noms, on s'est rendu compte qu'il y avait une image qui revenait, qu'on a vue d'ailleurs dans l'extrait de 78, qui est celle de Daniel Cohn-Bendit qui occupe la Sorbonne, qui est extraite d'une émission télévisuelle de 68, qui était l'émission Zoom, et on a vu que cette archive, on l'a retrouvée tout à fait régulièrement, soit avec un extrait court, mais on a voulu la recontextualiser un petit peu pour vous donner une idée de ce premier passage télévisuel de Daniel Cohn-Bendit en 68 dans Zoom. La 12, première version courte, très courte, vous allez voir, et la 13, un tout petit peu plus longue. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les gens peuvent... Vendredi 3. Les étudiants de la Sorbonne invitent leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne. Pendant des années, nous avons manifesté. On ne nous a pas écoutés. Nous avons manifesté et on a appliqué les mesures Fouché, on a appliqué les mesures perfides. Aujourd'hui, l'administration universitaire s'allie avec le pouvoir pour prendre des mesures répressives contre les militants de Nanterre, parce que ces militants, justement, pour la première fois, mettent en cause radicalement ce système universitaire et pensent que sa transformation passe par des luttes qui dépassent l'université et dans lesquelles la classe ouvrière a à jouer un rôle important. Depuis ces 6 ans, je suis à l'UNEF. Depuis 6 ans, les différentes tendances qui se sont succédées ont tout fait pour brader l'UNEF. Ce qui permet actuellement à Cohn-Bendit et aux gens qui le suivent d'expliquer que les syndicats sont des bordels et que l'UNEF est une putain. L'UNEF, ce jour-là, n'est pas d'accord avec le mouvement du 22 mars. Pour demander que M. Bourjac vienne ici expliquer pourquoi il veut fermer la faculté. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les gens peuvent rentrer, il est évident que nous n'avons plus le droit d'être ici. Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne. Donc, ils occupent la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Ce qui est assez extraordinaire avec cette contextualisation de la même archive, c'est qu'effectivement, la première version courte, 9 secondes, c'est ce qu'on retrouve dans quasiment tous les documentaires sur 68. Oh. Et on se dit, en fait, c'est le génie propre de Cohn-Bendit que d'avoir su résumer en une
partie de phrase, pourrait-on dire, quelques mots, la situation de ce 3 mai 68 et de ce moment du début mai, du 14 mai 68. C'est donc la question de l'occupation de la Sorbonne. Mais effectivement, le reportage est beaucoup plus vaste et on pourrait dire que Jean-Marcel Bougreau, qui intervient avant Daniel Cohn-Bendit, aurait pu devenir lui aussi une sorte d'icône de 68. On n'a jamais revu ces images, Sophie Géveil. Oui, juste un point d'abord méthodologique. Comment a-t-on fait pour retrouver, puisqu'on peut faire des recherches par requête textuelle, mais comment retrouver que dans les archives, la même archive ressurgit? On ne peut pas faire une recherche comme dans Google Images, par exemple. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil que l'INA utilise qui s'appelle Signature et qui permet, qui en quelque sorte, vous avez utilisé ce mot tout à l'heure avec les élèves, une sorte de tatouage qui est associé à une archive et qui sert à l'identifier pour des questions de droit d'auteur. Et on a utilisé ça de façon expérimentale à des fins de recherche, puisque à l'heure de l'image, et notamment numérique, c'est un enjeu très important pour les chercheurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'outil, donc on a retrouvé en tout avec Sophie Gillery 18 occurrences, mais l'outil n'arrive à repérer que quand cela fait plus de 10 secondes. Et en fait, effectivement, en permanence, c'est cette phrase-là qui est reprise, et des fois même juste pour amorcer, si on veut évoquer mai 68, on retrouve cette phrase « Nous occupons la Sorbonne ». Et effectivement, on constate que déjà, d'une part, Daniel Cohn-Bendit est un très bon personnage pour les médias parce qu'effectivement, il attrape la caméra et il a un charisme, il est très télégénique quelque part. Et puis après, comme l'explique Ludivine de Bantigny, ce moment-là très fort, il y a une forme d'un caractère inouï. Ils ont presque du mal à y croire. Ils sont en train d'occuper la Sorbonne. Il y a aussi ce moment-là très fort. Jacques Ebagnan. Oui, nous, on a revu ça dans l'émission Zoom qui avait été censurée. Il y a même beaucoup plus que ça dans l'émission. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qu'on n'avait pas filmée, parce que nous, on était à l'extérieur, donc on a filmé tout de suite ce qui s'est passé dans la rue, quand la police a investi la Sorbonne. Et c'est le seul document que dans notre nouveau film qu'on est obligé de remettre. Qu'on remet parce que c'est vraiment c'est le point de départ, mais que l'INA veut nous faire payer très cher. Alors que dans tout ce qu'on a vu là, il y a beaucoup d'images qui sont tournées par nous, qui sont ciblées INA. Vous vous arrangerez de ça avec Mireille Maurice tout de suite en sortant d'ici. On va s'arranger à Paris, mais je crois que en fait il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, on s'est dissous très vite. Et on a dit, les films, on n'y touche pas, ça reste, ça fait partie du patrimoine commun. Du patrimoine commun, du collectif. Et puis, il y a eu ces émissions, et il y a eu effectivement des images recyclées dans ces émissions. Et puis, aujourd'hui, on arrive à mai 68. Tout le monde est invité pour les colloques, à la télévision, etc. Mais le collectif ARC, qui a tout fait, qui a fait 70% du coffret que vous connaissez des éditions Montparnasse, mai 68, eh bien, on n'a jamais été invité nulle part. Vous êtes invité ce soir. Oui, je suis d'accord. On est invité ce soir, on va être invité à l'Institut de l'Image, parce que les gens... Mais je veux dire, on est resté anonyme quelque part. Ouais. On était un groupe un peu comme les sculpteurs de l'art roman, vous voyez, on ne signait pas nos trucs, on n'a jamais déclaré nos films. Alors voilà. Alors on a une particularité, pourrait-on dire, c'est qu'à partir du moment où se développe dans les années 90 le web, il y a d'autres récits qui vont progressivement se mettre en place, et ce sont ces récits dont vous êtes vraiment spécialiste en tant qu'historienne, Sophie Géveil, les récits qui se déroulent et qui se développent sur le net. Vous avez pris 3 exemples qu'on va regarder, ils sont très courts, successivement, qui vont nous permettre de dire comment on parle de mai 68 sur le net. Alors ça, c'est un peu particulier. C'est un film un peu long que vous n'avez pas... vous avez choisi de montrer par photogramme. De quoi s'agit-il exactement ? Donc en fait, au départ, donc il faut savoir aussi, puisqu'on parle beaucoup d'archives depuis tout à l'heure, que le web est archivé par l'INA et par la Bibliothèque nationale de France, et je travaille à partir de ces archives. Parce que typiquement, ce type de contenu qui est une vidéo de tendance complotiste, elles sont très volatiles sur le web, elles ont tendance à disparaître, et donc l'archive permet de les préserver
préservée. Donc effectivement, j'ai pas voulu ce qu'on la montre ce soir parce qu'elle dure 15 minutes 30, il y a un discours de Asselineau qui est assez long, mais c'est aussi parce que c'était difficile de couper et de la rendre compréhensible, et puis j'avais pas forcément envie de donner une visibilité particulière. Donc ce que j'ai fait, c'est juste... Vous avez pratiqué la censure. Complètement. Non, pas du tout. l'assumez. J'ai voulu reprendre les grandes étapes de comment est-ce qu'à partir de mai 68, on peut créer une vidéo de type complotiste, et comment mai 68 devient l'objet d'une théorie du complot, et en montrant en fait quelque part les mécanismes, ce qui aurait été trop difficile à faire avec l'image. Allons-y. Donc ici, en fait, on voit les premières minutes de la vidéo, qui est un montage éclectique de plein d'archives. Et la place de l'archive ici, c'est de jouer le rôle de preuve, l'archive-preuve. C'est un mécanisme que les historiens des médias connaissent bien. Donc là, on a un discours de Georges Pompidou qui nous dit des individus dépendants à l'évidence d'une organisation internationale. Et donc, on utilise une archive. Il n'y a aucun son, juste une musique de fond. Et cet extrait-là pour nous dire, voilà, déjà, il est question d'une organisation internationale. En d'autres termes, je vais vous dévoiler tout de suite le complot. Mai 68 a été réalisé par les Américains. Et les Américains cherchent à dominer l'univers, c'est ce qu'on va nous apprendre à la fin. Donc d'abord une archive preuve pour nous dire oui, c'était bien réel, ils le savaient déjà, mais on vous l'a caché. La suite. Donc ensuite, ce qui est très intéressant dans cette vidéo, où ensuite il y a un extrait de François Asselineau, mais il y a aussi d'autres choses, c'est un peu un capharnaüm de plein de choses. La deuxième logique ou rhétorique des théories complotistes, que ce soit les Illuminati ou les 68 arts en gros, c'est d'avoir une vision cyclique de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui s'est produit une fois s'appuie sur quelque chose qui s'est produit au préalable et donc va se répéter. Et donc la rhétorique fait que là, on lit mai 68 avec les révolutions de couleur, qui sont des révolutions orange en Ukraine, par exemple. Et qui auraient été le fait des Américains. Et donc, comme il y a eu des révolutions de couleur dans les années 2000, les deux faits sont vrais, mais on va les mettre en relation pour dire, donc, mai 68 était la première révolution de couleur. C'est une première mécanique. Suivante. Donc ensuite, pour asseoir, c'est une sorte de légitimité scientifique, il y a souvent le recours à des experts. Donc il y a à la fois le fait de dire « je vais vous dévoiler la vérité », mais d'un autre côté, je m'appuie sur un certain nombre d'experts, en fait, en décontextualisant un extrait. Donc là, par exemple, dans cet ouvrage d'un journaliste, on vous dit « il y a même des rumeurs comme quoi la CIA financerait les syndicats étudiants, dont l'UNEF, etc. » Et donc, en fait, l'auteur dit que c'est une rumeur, mais François Asselineau dit « voyez, il le savait déjà, les historiens commencent à se rendre compte, etc. » La suite. Ensuite, on retrouve ici une des rhétoriques aussi, c'est la défiance vis-à-vis des institutions. Et là, ce qu'on voit, c'est que mai 68 apparaît comme le moment rupture, c'est-à-dire, en gros, depuis mai 68, on est dirigé par des hommes de paille qui sont inféodés aux Américains, et De Gaulle était le dernier rempart, et il est tombé depuis mai 68. La suite. Et donc, il faut se méfier en particulier des institutions. Et ce qui est tout à fait ironique, c'est que là, on vous dit les médias sont sous contrôle, comme l'école, par exemple, aussi, il faut s'en méfier. Qui façonne l'opinion publique en France à l'époque, et on vous dit, en gros, c'est l'ORTF. Ce qui est très ironique, c'est qu'en fait, justement, l'ORTF diffusait les messages du ministre de l'Information qui disait oui, c'est un complot américain, il ne faut pas croire ce qui se passe dans les rues, ce sont les Américains, c'est un complot de l'étranger. Donc, en fait, ce qui entend ici être dévoilé est en fait une vieille rhétorique politique de l'ORTF. Donc enfin, l'ultime étape avant le dévoilement de la vérité du complot, dans les théories du complot, il y a aussi, en gros, des agents de la puissance occulte qui seraient, là pour le coup, les États-Unis. Donc les 68 arts, Cohn-Bendit bien sûr, mais on retrouve aussi Cécile Duflot ici, sont devenus du coup des traîtres qui devaient être très précoces, contrôlés par la CIA, avant de passer à la dernière diapositive, où le complot se construit. Donc, comment on passe de mai 68 et d'une falsification de l'histoire, pour le coup, à le dévoilement d'un complot, l'empire euro-atlantiste, avec des images violentes qui cherchent à heurter aussi l'internaute et à, du coup, le rallier à sa cause, puisque, du coup, ces 68 arts sont des agents des États-Unis qui ont massacré des Irakiens en 2003. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on est passé quand même d'une télévision qui avait 2 chaînes en 1968 à la prolifération des chaînes de télévision, mais aussi à la prolifération des récits sur le web. Et c'est ce dont vous êtes spécialiste, Sophie Gébeil. On va écouter 2 youtubeurs qui racontent mai 68, en tant qu'amateurs d'histoire. Ils ne sont pas particulièrement historiens, mais ils aiment l'histoire et ils présentent à leur public, plutôt jeune d'ailleurs, la façon qu'ils ont de penser mai 68. C'est en 2017 pour le premier, David Sheck, et c'est en 2017 également pour le second, Benjamin Briot, surnommé Nota Bene.
Le 22 mars 1968, suite à l'arrestation de jeunes qui manifestaient contre la guerre du Vietnam, la fac de Nanterre est occupée et bloquée par des étudiants. Dans le tas, on retrouve des mecs comme Daniel Cohn-Bendit ou Bernard-Henri Lévy qui revendiquent une liberté d'expression politique. Parce qu'à l'époque, la parole des jeunes, on s'en fiche un peu. Comment ? On me dit que ça a pas changé aujourd'hui en fait. L'occupation vire très vite à l'affrontement et devant le bordel évident de la situation, le doyen de l'université fait fermer la fac et suspendre les cours. Du coup, les étudiants délocalisent à la Sorbonne, rebelote, ça se castagne avec les CRS, ça jette des pavés, la fac est fermée, c'est tout le quartier latin qui est en état de siège avec supplément barricade. Au début réticents, des syndicats comme la CGT se joignent aux manifestations, ainsi que des profs et surtout les ouvriers. Oui, parce que les ouvriers aussi sont pas contents. Comme on l'a dit plus tôt, on arrive à la fin des 30 glorieuses, le chômage explose et les salaires diminuent comme peau de chagrin. La situation est tellement critique qu'en 1967 est créée la NPE. Alors, si ça vous dit rien, sachez que c'est parce que vous avez moins de 20 ans et que ça a été renommé Pôle emploi en 2008. Voilà. Bienvenue sur la chaîne de Nota Bene, la chaîne de l'histoire avec un grand H. Parce que l'histoire, ça peut être chiant, je tenterai au cours de mes épisodes de vous transmettre cette passion à travers des anecdotes toujours plus croustillantes les unes que les autres et sans vous gaver de dates à n'en plus finir. Le mouvement de mai allait embraser la France entière. Les influences de ce soulèvement sont à chercher dans les lectures de ses étudiants, mais aussi dans les combats dans lesquels ils se reconnaissaient, comme le combat pour la paix au Vietnam et contre l'impérialisme. Commandé Vietnam, journal du comité Vietnam national. Contre l'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens, demandez rupture. La culture politique de ces agitateurs est bien évidemment un moteur puissant de cette contestation, qui d'ailleurs s'étend au-delà du cadre de l'université. Avec notre ami Benjamin Briot de Nota Bene et avec David Sheck qui parle de mecs, de bordel, de castagne, de on s'en fiche, qui donc fait le Alain Decaux des années 2015. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est le rôle de l'historien de replacer dans la continuité. Et effectivement, il y a une longue histoire de la vulgarisation et de la médiation historique. Ce qui est très intéressant ici, c'est la posture. C'est-à-dire que, justement, le modèle, c'est pas Alain Decaux, c'est les youtubeurs et notamment les humoristes, les youtubeurs humoristes, les vidéastes. Et donc, dans la posture, on installe une proximité. Donc, il faut surtout pas être en surplomb. Il faut surtout pas avoir une posture de chercheur en histoire ou d'enseignant, encore pire. Donc, il faut être dans la proximité et avec ce langage, le maniement de l'humour, la posture aussi, comme si on était finalement chez eux, dans leur salon, et avec aussi, effectivement, c'est un langage plutôt familier. Mais d'un autre côté, sur un temps assez bref, il y a aussi la volonté d'être dans un récit vrai, même s'il y a quelques coquilles. On retrouve BHL comme 68 arts précoce. Il y a la volonté d'avoir un esprit critique et en même temps de dédramatiser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc cette posture de la proximité, elle est aussi liée au mouvement du do-it-yourself, où finalement, tout le monde, on a parlé pendant longtemps, tout le monde peut être journaliste, tout le monde peut être historien. Et dans la posture, c'est ce que ces youtubeurs renvoient, sauf que quand même, finalement, ils font quelque chose d'assez traditionnel. Ils nous racontent une histoire, ce que tout le monde aime, finalement, contrairement aux historiens qui sont dans du récit, mais un récit assez critique et construit à partir de sources. Et en fait aussi, ces deux youtubeurs ne sont pas des jeunes qui s'ennuient chez eux et qui donc font des vidéos histoires. Ils sont tous les deux maintenant quasi professionnels, ils en vivent. Benjamin Briot, tout à fait. Benjamin Briot, qui a 30 ans, a écrit depuis plusieurs ouvrages et il reçoit des commandes. D'ailleurs, dans les deux cas, il y a un partenariat avec l'INA pour Benjamin Briot sur les vidéos et de l'autre côté, l'autre vidéo est une commande des éditions Robert. Donc en fait, il y a une économie derrière ces nouvelles formes de médiation de l'histoire sur le web. Il réalise le rêve que vous aviez quand vous aviez leur âge. En l'occurrence, Jacques Québagnan, ils prennent une caméra légère, ils font leur propre récit. C'est ce que, d'une certaine façon, ce do it yourself, c'était aussi une vision des années 60 tout de même. C'était cette idée qu'on pouvait faire soi-même ce que l'État voulait nous imposer, c'est-à-dire raconter son propre récit. Moi, je vois ça plutôt... Non, c'est de la provocation. Non, on dit vulgarisation. On se sentit, on va plus provoquer. Derrière, quand même. Ouais. Et puis bon, un ego énorme, quoi, qui est pas supportable. Oui, parce que un coup, on parle de 68 et le coup suivant, enfin, en même temps, c'est mon métier aussi que de faire ça. On parle de Gengis Khan et puis une autre fois de la Révolution américaine. C'est vrai que ça valse assez vite. Les dates valsent assez vite. Et puis ça correspond à l'affirmation de l'individu. Ça correspond aux formes d'individuation. C'est-à-dire, moi, en mon nom amateur, je vais
à raconter l'histoire. Et justement, je ne suis ni enseignant ni chercheur, et c'est pour ça que je vais vous intéresser quelque part. Voilà, alors un autre format qu'on va trouver très bientôt sur le web, c'est l'archive suivante, qui n'est pas une archive parce qu'elle n'a pas été encore diffusée. Donc c'est une production pour Facebook d'un feuilleton qui s'intitulera La Barricade et qui se passe le 24 mai 1968. C'est construit par l'INA. On est dans une scénarisation personnalisée, pourrait-on dire, pour se rapprocher au plus près d'une journée de barricade. Je croyais à la lutte collective, sens inné de la révolution. J'étais persuadée qu'ensemble, nous serions capables de bâtir de nouvelles manières de vivre. La grève générale, c'était pas pour moi. J'y étais pour rien dans leur histoire. La seule chose que je voulais, c'était travailler et nourrir ma famille. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. La nuit serait encore rouge, une nuit terrible que je ne pourrai jamais oublier. On est dans un autre schéma, c'est le schéma du docu-fiction ou de la fiction. On a des images d'archives qui deviennent autre chose à partir du récit de fiction de personnages fictifs qui sont cette Katia et ce Tariq, qui vont incarner certains des personnages de cette journée du 24 mai. Oui, on est dans la continuité tout à fait de la fiction historique, en quelque sorte, à base d'archives, qu'on retrouve aussi dans un web documentaire coproduit par l'INA aussi, qui est de Rasputin sur le 17 octobre 61, où il y a aussi cette nécessité pour, toujours pareil, de raconter une histoire et donc de l'incarner à travers des personnages fictifs. Mais on voit aussi la volonté chez les institutions d'archives, mais chez de nombreux acteurs du patrimoine, de s'essayer, d'expérimenter ces nouvelles formes d'écriture pour aller chercher de nouveaux publics. Et donc, on voit comment le rythme s'accélère aussi. C'est très intéressant pour un historien, puisque là, on n'est plus 10 ans tous les 10 ans. On est certes sur un temps commémoratif, mais là, c'est pas seulement au JT de 20h, c'est heure par heure sur Facebook, revivre l'événement. Et ça correspond à ce que Marilyn Crivello appelle cette nouvelle sensibilité au passé qui irrigue un peu notre société. Alors, un autre extrait d'un autre film que vous avez produit avec Jean-Louis Comolli, donc Les fantômes de mai 68, qui accompagne ce petit livre chez Yellowknow. Donc c'est un film que vous avez réalisé avec Jean-Louis Comolli. C'est-à-dire que Jean-Louis Comolli est parti du livre, du texte qu'il a écrit, mais il a réalisé lui-même le film à partir des photogrammes, mais aussi des archives de l'INA. Et voilà, donc c'est lui qui a fait le montage, c'est lui le réalisateur. Moi, je suis, si vous voulez, au niveau de l'idée du scénario. C'est tout. Ça s'appelle Les fantômes de mai 68. On regarde un extrait. Le passage du temps a changé des images prises sur le vif en fantômes de ces images. On s'est longtemps trompé sur les fantômes. Ils sont peut-être issus du passé, mais ils reviennent vers nous. Le plus beau carton qu'un film, Nosferatu de Murnau, ait proposé au spectateur dit exactement « Quand il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. » Rencontre, oui, au pluriel. Quand on pousse dans les rues, sur les places et les escaliers, 100 000 et plus jeunes filles et jeunes gens, comment ne pas parler de rencontre ?
les fantômes de mai viennent sans cesse à notre rencontre. Aucune de celles et de ceux qui ont fait mai, qui l'ont vécu, l'ont lancé et relancé comme on laisse un cerf-volant flotter dans les nuages. Aucune et aucun ne cesse de croiser les fantômes de mai comme on croise de vieilles connaissances. Donc un extrait de ce film Les fantômes de mai 68, qui est une relecture poétique, pourrait-on dire? Oui, moi je crois il a fait quand même, disons que c'est le texte qu'il a, enfin les photogrammes lui ont inspiré ce très beau texte qui est dans le livre, et puis je crois qu'il a rajouté aussi quelques citations, puis surtout il a travaillé sur les archives, c'est-à-dire c'est un poème en 3-4 parties, à partir de son texte, mais aussi quelques citations qu'il a fait de gens qu'il aime sur mai 68. Moi, je l'ai pas vu terminer encore. Hein. Il est encore au montage. Là, il doit être à l'étalonnage. Ouais. Non, le montage est terminé, le mixage aussi. Il est à l'étalonnage, mais moi, j'ai vu que sur la table de montage, avant un moment en cours de montage, quoi. Sophie Gémet. Oui, ce que je trouve très fort dans le texte, ça replace au centre finalement le vécu des acteurs et pas seulement des acteurs les plus médiatisés, et toute la question en histoire de la place des émotions et des sentiments qu'ont pu ressentir les acteurs qui ont été aussi parfois pris dans l'événement. Bouleversés. Et pas forcément, tout à fait. Allez, ce film, on pourra le voir le 3 juillet au Musée d'Histoire de Marseille, une fois qu'il sera véritablement terminé. On voulait terminer par... Le 4 juin à l'Institut de l'Image à Aix. Eh ben voilà, le 4 juin à l'Institut de l'Image à Aix. Vous connaissez mieux le programme que moi, en l'occurrence, Jacques Québagnan. On va terminer par un détournement. Parce que tout compte fait, 1968, c'est le détournement dû aux situationnistes, en particulier, de tout un tas de slogans publicitaires ou de bandes dessinées américaines devenues des sortes de tracts et des brûlots révolutionnaires. Un détournement, l'INA est allé faire une séance dans plusieurs lycées de Marseille et a proposé aux lycéens de choisir dans un panier d'images de 68, de les monter eux-mêmes, de les coller ensemble et de faire un nouveau commentaire. On va regarder la 20, si vous voulez bien. C'est une vision un peu surprenante de ce que mai 68, à partir d'une image qui débute avec Jacques Sauvageau, qui n'est plus Jacques Sauvageau. Vous allez pouvoir voir ce que lui fait dire et ce qu'on fait dire à tous les acteurs qui étaient ces acteurs de 68, qui deviennent tout autre chose. C'est la 20. Alors voilà, il a fallu faire des choix pour choisir l'attaquant de pointe de cette Coupe du Monde. Et c'est Olivier Giroud maintenant qui a été choisi. Giroud sur le banc, Benzema attaquant. Giroud sur le banc, Benzema attaquant. Giroud sur le banc. Oh là là, nous voici ici, 1 heure après l'annonce du Didier Deschamps, une émeute se crée autour du Stade de France. Ah non, je pense qu'ils vont refaire l'affaire, oui, mais non. Arrête. 2 jours après cette fin de cette Coupe du Monde, les rues sont envahies par les supporters français qui sont abasourdis par ce massacre de l'équipe de France. Ah ouais, j'ai trouvé cette équipe de France vraiment nulle. Je comprends pas pourquoi on a fini dernier. Et la défense a été vraiment nulle. Surtout le défenseur central Salim qui glissait à chaque fois qu'il se prenait un crochet. Et alors l'attaquant, frère Olivier Giroud, il mérite pas sa place en équipe de France. Je comprends pas pourquoi on n'a pas pris Benzema. On ne devait pas perdre ce match. On menait 2-0 et on perd 3-2. Ça je comprends pas. J'étais vraiment déçu de l'équipe de France. Alors moi je voulais dire un petit mot. Voilà, il a décidé de mettre Giroud. Voilà. Et il y en a un joueur, il s'appelle Cabaye. Qu'est-ce que tu veux faire avec Cabaye? Et selon vous, qu'aurait pu faire Benzema dans cette équipe de France? Elle aurait pu mettre toutes les actions que Olivier Giroud. Voilà, c'était le lycée Marcel Pagnol qui avait donc des étudiants et des élèves du lycée Marcel Pagnol qui ont repris. Ils ont eu 2 heures pour faire ça, des images qui ont été fournies par l'INA et qui ont retravaillé donc un commentaire de type très nouveau. Il y en avait d'autres aussi qui ont travaillé sur la grève de la SNCF à partir des images de train pendant ce mouvement de mai 68, ou encore sur l'avènement d'une présidente donc en France en 2001. Et c'est une sorte d'uchronie, comme on pourrait dire, à partir des images de Renault en 1968. Voilà, c'était cette séance que nous avions voulu avec donc vous, Jacques Québagnan, et
avec vous, Sophie Gébagne, un peu différente des autres, travaillant sur les images au long cours, pour entendre dire de mai 68, mais ça ne nous empêche pas de vous donner la parole pour quelques dizaines de minutes encore avant de terminer cette séance. On peut baisser la lumière, peut-être. Oui, on va essayer d'allumer la salle, ça nous permettra d'en avoir moins dans les yeux. Oui, tout de suite, à vous. Bonjour, bonsoir. Alors, je vais reprendre une phrase que vous avez dit qui m'a interpellée en disant « C'est le rôle de l'historien de replacer dans la continuité ». Actuellement occupante de la fac Saint-Charles de Marseille, m'étant fait gazer lacrymogène ce matin, je suis ici pour m'inspirer des images du passé. Et j'aurais plusieurs questions à vous poser. Alors, une des premières choses, c'est... en fait, je me suis fait un petit peu amadouer par Rue, Pouvoir et Manifestation, le titre. Et je voulais savoir si, à travers les archives de l'INA et à travers les archives de mai 68, il existait des différences dans la manière de filmer la répression policière. Et notamment le fait qu'aujourd'hui, l'image, comme je l'observe, est utilisée comme arme pour montrer l'injustice faite par les policiers, en fait, et la violence des policiers sur les manifestants. Et je voulais savoir si c'était déjà une pratique qui était faite en mai 68. J'espère que non, parce que sinon c'est triste. Mais voilà, c'était... Vous n'auriez rien inventé dans ces cas. Non seulement on n'aurait rien inventé, mais on n'aurait sûrement pas évolué, en fait. Et la deuxième chose, c'est, je sais que le mot convergence des luttes, qui est actuellement apparu, enfin qui apparaît beaucoup aujourd'hui dans les médias et dans les moyens de lutte, existait déjà et n'était pas nommé comme ça, ou si non, ça n'a jamais été nommé comme ça, et pourtant la solidarité entre les secteurs existait. Alors, on voit en fait dans les images que c'est seulement les secteurs publics, si je ne m'abuse, qui sont mobilisés. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a énormément de grèves dans le privé. D'ailleurs, la plupart des grèves ont lieu dans le privé. C'est la plus grande grève générale de tout le pays. Renault, Renault, à l'époque, est public, mais la plupart des usines automobiles sont en grève, et les usines d'aviation, etc. aussi. Berlier, par exemple, qui était la grande marque de camions en France, est totalement paralysée à Lyon pendant mai-juin 68. Parce que du coup, aujourd'hui, une des différences qui pourrait être émise, c'est qu'aujourd'hui, presque seuls les secteurs publics sont mobilisés. En fait. Ouais, sûrement. C'est pas... Et après... Et une dernière question, parce qu'on va... Alors, sur la question de la façon de filmer la répression, je pense que si on faisait la même chose que ce qu'on a fait comme séance dans 10 ans, on aurait sûrement quelque chose d'assez différent, parce que les policiers, en tant que victimes de 68, apparaîtraient de façon assez importante dans les images que l'on a eues depuis le début de la commémoration. Il y a eu une exposition sur les archives du pouvoir qui a été faite aux archives nationales, qui insiste sur les archives, la façon dont 68 a été vu par les policiers et par le gouvernement. Et je pense qu'on aurait beaucoup plus d'images, par exemple, de policiers parlant des manifestations, alors que jusqu'à maintenant, on a eu essentiellement des manifestants ou des protestataires. Oui, on retrouve cette mémoire des policiers dans les archives de l'INA déjà un peu à partir de 2008. On a déjà ces témoignages, parce qu'aussi on a vu émerger la mémoire de l'autre 68 quelque part. Pour vous répondre à votre question très clairement sur filmer la répression, mais je parle là de la télévision, pas du cinéma, pas des archives militantes, mais pour la télévision, très clairement, la consigne est de peut-être non seulement de ne pas la filmer, mais surtout de ne pas la montrer pour ne pas affoler l'opinion. Et Zoom est une exception, une pépite, une archive sauvée de réalisateurs en fait à la télévisuelle, mais très engagés aussi et avec une façon de filmer très cinématographique. Mais donc filmer la répression, au contraire, on le voit bien dans l'archive de 78 déjà, ceux qui sont violents, c'est les manifestants, pas les policiers. Oui, moi, personnellement, je trouve que la répression aujourd'hui elle est encore plus brutale contre les gens aujourd'hui. Et ça, on le montre. Heureusement qu'il y a des caméras. Maintenant, tout le monde a sa caméra ou a son téléphone pour mettre tout de suite ça sur Facebook ou sur Internet. Mais quand même, au début, c'est quand même... on peut dire que la violence a commencé vraiment par la police, quoi. C'est elle qui a commencé autour de la Sorbonne à matraquer, etc. Mais aussi, ce qui est surprenant, c'est que
même nous, on a été surpris que tout d'un coup, il y a eu les premières barricades, les premières voitures mises en travers de la route, les premiers pavés jetés sur la police. Ça, c'était vraiment... on s'y attendait pas du tout. Le 3 mai a été une surprise pour tout le monde. Nous, on était dehors, on n'était pas à l'intérieur de la Sorbonne, donc on ne s'est pas fait arrêter. On était avec nos caméras dehors et on a filmé tout de suite cette réaction des gens contre la police, quoi. Et c'est la répression, la densité de la répression qui génère une forte solidarité et qui, après, cette solidarité... Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 800 blessés. Il y a 3 morts, il y a 3 mords en juin. En juin. Oui, en juin. Mais je parle de la nuit des barricades. Il y a eu énormément de blessés. Et bon, certainement des gens... la répression était très violente et même les réactions des gens... après, même il y a eu un film 5 ans après où les gens de la rue Gay-Lussac témoignaient pour dire... contre la police, quoi, en disant que c'était terrible. Ils tiraient même des grenades dans les balcons, ils poursuivaient les gens dans les portes cochères, etc., quoi. Alors, il faut aussi dire que le récit des événements est un récit et que ce sont des acteurs qui font ce récit. Et il faut savoir que, par exemple, pendant les événements, à RTL, Radio Luxembourg, qui ne s'appelait pas encore RTL à l'époque, à Radio Luxembourg, le rédacteur en chef que je connaissais bien, et m'a dit, et on a pu le vérifier effectivement, qu'il a envoyé sur place, pour raconter la nuit des barricades, il a envoyé les journalistes sportifs de Radio Luxembourg. Parce que pour que le récit soit plus vivant, il a dit, je ne vais pas envoyer des journalistes de reporters habituels qui sont à la sortie de l'Assemblée nationale pour pouvoir parler des décisions gouvernementales. Je vais envoyer des journalistes sportifs. Et ce qui donne aux archives de 68 radio, et en particulier à celle de Radio Luxembourg, cette vivacité, c'est qu'ils ont l'habitude de commenter le Tour de France, de commenter des courses hippiques. Et ce sont ceux-là qui vont commenter les événements de 68. Ce qui veut dire que nous sommes orientés dans notre oreille par une volonté d'un rédacteur en chef qui voulait faire un récit vivant, mais un récit qui, d'une certaine façon, ne correspondait pas peut-être toujours à ce qu'ils avaient sous les yeux. C'est-à-dire que je me souviens de cet archive de RTL où un reporter dit à son voisin, il dit « Attention, attention François, le pavé !» Et je ne sais pas s'il y a eu un pavé, il y avait peut-être un pavé qui était en train d'être lancé, mais c'est vrai que ça participe du récit journalistique d'un événement sportif. Oui, mais ça, c'était... On entendait les grenades là, autour... Enfin, le son était en direct, hein, parce que, visiblement, il essayait d'éviter une grenade. Ouais, c'est ça, voilà. Et donc, ça fait partie de... Et ça rentre dans les archives comme étant un événement... historique, d'une certaine façon, il faut absolument se remettre dans un contexte de production de ces archives-là, et en particulier d'une archive comme celle-ci, qui est faite aussi pour donner envie aux gens de rester en direct, à écouter les événements, comme BFM Télé tente de faire la même chose sur des faits divers aujourd'hui, par exemple. D'ailleurs, comme il y avait la grève, c'est la radio qui a un peu fait venir les gens, parce que les gens... Bien sûr, et il faut se souvenir du rôle de la radio. C'est d'ailleurs le dernier moment, pourrait-on dire, historique de mon propre média, puisqu'ensuite on a connu la télévision triomphante, mais c'est vrai que ce moment-là est un moment très important. C'est la négociation entre Gesmar et le vice-recteur de la Sorbonne se passe en direct sur Radio Luxembourg la nuit du 9 au 10 mai, avant que se déclenche la nuit des barricades, par exemple. Et d'autres négociations auront lieu directement à la radio par l'intermédiaire d'Europe 1. D'autres questions Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des archives filmées de la police ? Est-ce que vous non, avez il n'y a pas d'archives filmées. Il y a peut-être des archives filmées de la police qui n'ont pas été déclassifiées, et des archives radio, oui, il y en a beaucoup. Qui ont justement été révélées là très récemment, puisqu'elles ont été déclassifiées il y a quelques années. Et donc on a maintenant, en particulier, les relations téléphoniques entre radio, pourrait-on dire, entre les gens qui sont les policiers de terrain, qui sont par exemple rue Gay-Lussac, et le commandement. Et ça, c'est tout récent. C'est la première fois qu'on peut les entendre. Donc on a la surprise des dirigeants qui ne comprennent pas que c'est en train de tourner au vinaigre rue Gay-Lussac, par exemple, et qui retardent à donner des ordres à leurs policiers sur le terrain, par exemple. Mais on sait s'il y en existe ou pas des films. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y a des images filmées de la police. Je pense que les moyens de filmage étaient peut-être plus compliqués pour les policiers à ce moment-là que les moyens radio. Ça, on a les enregistrements radio. Ça vient tout juste d'être sorti des archives.
D'autres questions, d'autres remarques? C'est eux qui filment. C'est bon? Eh bien, si c'est bon, on vous remercie grandement d'être resté aussi longtemps avec nous. On remercie Sophie Gébeil. Il faut remercier Mireille Maurice, Sophie Gildery et tous les gens de l'INA qui ont préparé cette séance qui a été plus compliquée à préparer que les autres. Et on les remercie grandement d'avoir accédé à notre demande de faire une sorte de récit sur le long terme d'un événement historique par les images. Merci encore.